Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Ledieu-Deville. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes un décideur engagé, vous êtes cofondateur de Lingueo. Lingueo est une entreprise pionnière dans l'apprentissage des langues à distance pour les particuliers et les professionnels. On va en parler évidemment, même si le cœur du sujet aujourd'hui c'est plutôt vous. Vous êtes également directeur académique du partenariat master de Polytechnique et d'HEC, c'est très important. Vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur, ça aussi ça fait partie de votre carrière. Parlez-nous un petit peu de vous, tiens, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime dans la vie en général? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous vous dites? Ah, beaucoup de choses. Non, mais vous l'avez dit, entreprendre, c'est un peu le socle de toute ma vie, de toutes mes démarches. Le matin, moi, j'aime bien toujours regarder, observer. En fait, j'ai toujours un peu ce fonctionnement qui est un peu triptyque entre innover. Donc, innover, c'est quoi? C'est trouver des solutions à des problèmes existants. Donc, il faut déjà identifier ces problèmes partout. Ça peut être dans un café, dans une librairie, sur Internet, dans la santé. Bref. Résoudre un problème, ça résoudre un problème. Mais pour ça, il faut d'abord l'identifier. Mais une fois qu'on a identifié, on essaie de trouver une solution. Donc, on va entreprendre pour mettre en action. Et ensuite, il faut mesurer l'impact. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Il faut pas faire pour rien, voilà, il faut que ce soit utile. Et en fait, tout dans ma vie tourne un peu autour de ça, avec effectivement quand même une emphase sur tout ce qui est lié à l'éducation, à la formation, la transmission, parce que c'est ce qui permet à un moment donné d'impacter vraiment et d'amplifier ses actions. Donc, bien sûr. J'ai toujours travaillé dans ce domaine. Vous avez créé votre première entreprise à l'âge de 15 ans. C'était pour résoudre quel problème? Vous êtes très bien renseigné. C'est rare. Oui, c'est rare et c'était pas gagné parce qu'au départ, c'était en fait, il y avait Internet, d'accord, qui venait d'arriver, et j'ai très rapidement commencé à faire des sites Internet pour des activités, les mariages des amis, des enfants, des amis, des parents et autres, les bar mitzvahs, tout événement, je faisais des petits sites Internet assez rapidement. Donc, c'était pas une activité très légale parce que j'avais 15 ans. Mais c'est arrivé à ce moment-là. La seule chose quand même qui était assez particulière, c'est que moi, à cette époque, 1 an et demi avant, je me voyais écrivain. Ah oui, donc l'ordinateur, l'informatique me faisait peur. Pour moi, c'était le démon. Ah oui, c'est incroyable. Je me souviens très bien, mon père... C'est votre génération, enfin, on a grandi avec. Oui, il y avait un peu les Game Boy, deux, trois choses, etc. Mais je me souviendrai toujours, mon père, qui était assez moderne, avait apporté un PC multimédia familial, on appelait ça. Il est resté au milieu du salon pendant des semaines et des semaines. J'ai mis beaucoup de temps à me l'approprier parce que je pensais que ça allait couper toute forme de communication humaine. C'est pas faux, hein, quelque part, même aujourd'hui. Hein, mais bon, après, il faut savoir le placer au bon endroit et que ça reste un outil utile. Donc, écrivain, c'est l'un de vos regrets de ne pas avoir poursuivi dans cette voie ou... Non, je pense que... Alors peut-être avec un peu d'IA, je m'en sortirais pas trop mal, mais je pense que j'avais pas forcément le talent pour. C'était plus pour moi... J'avais besoin de m'exprimer et de rendre les choses finalement concrètes. Et écrire, pour moi, c'était rendre quelque chose, exprimer des idées de manière un peu plus concrète. Et finalement, je l'ai fait en entreprenant. Et vous avez donc mené de front des créations d'entreprises, tout en continuant à vous former. Ouais. Ça, c'est très important. Ça a ponctué votre parcours, hein, cette notion de formation. Oui. La formation, j'ai suivi des formations même assez hétéroclites. J'ai très rapidement, j'apprenais en ligne. Vous savez, il y a cette petite connexion qu'on connaît, qui étaient les premières connexions Internet, mais on avait accès à des forums, des choses assez intéressantes. Donc, il y avait un partage de connaissances qui commençait. En parallèle, peut-être pour faire plaisir à ma mère, je me suis engagé dans des études de droit, mais c'était finalement assez intéressant parce que même si je n'ai pas été un étudiant très assidu, ça m'a permis de me former, d'avoir un certain esprit critique en fait sur les choses, mais j'ai pas dépassé le DUG. DUG, ça n'existe même plus, on parle de licence maintenant. C'était 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une école un peu hors norme, qui était la première école de l'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire une école d'Internet? Comme ça, on se dirait pas grand-chose, mais en fait, c'était une école qui cassait un peu les codes, où on apprenait aussi bien à coder, qu'à designer, qu'à dessiner, qu'à créer des entreprises. Et on avait des intervenants qui venaient du monde entier, c'était assez novateur, les fondateurs de Netscape,
de THX, le son que vous pouvez entendre au cinéma, Tolman Mann, qui avait créé Tolman Mann Experience. Donc ça a été très intéressant et j'ai après fait une admission en école d'ingénieur un peu plus classique, Télécom Paris, pour ensuite faire une spécialisation à HEC. Ça, on va en parler, c'est très important aussi. Avec lequel j'ai gardé un lien. Voilà, parce que vous avez aussi important. offert des outils assez performants, on va en parler. Mais d'abord, vous dites que vous marchez à l'instinct, c'est vrai, à l'ancienne, c'est un peu ce qui vous anime. Vous êtes bien renseigné. Alors, oui, j'ai beaucoup marché à l'instinct. Je ne le fais plus du tout parce que je pense que c'est intéressant de marcher à l'émotion, à l'instinct, d'avoir des intuitions. C'est un moteur, en fait. Mais derrière, il faut savoir l'organiser. Et en fait, justement, j'ai mis en place, pendant mon parcours en tant qu'enseignant, en tant que directeur de master, dans les entreprises que j'ai accompagnées, au sein de notre entreprise avec mon associé, on a mis en place des méthodes qui permettent de beaucoup mieux analyser et donc de ne pas faire d'efforts en vain, en fait. Donc, je suis passé d'un mode intuitif, que je garde, il y en a toujours un, mais, et à un mode plus d'analyse pour pouvoir mieux cibler ces efforts. Voilà, vous avez insufflé une nouvelle façon d'enseigner. Là aussi, je suis peut-être aussi bien enseignée, puisque vous alliez innovation, entrepreneuriat, et pour vous, le partage d'expérience, c'est pas simplement un partage d'expérience, pardon, quand on enseigne, c'est autre chose. Oui, en fait, j'ai souvent cette question, faut-il faire une école de commerce pour entreprendre? Bien sûr que non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'apporte une école? En fait, un savoir-faire, donc de la méthodologie, et c'est clé. Et ce qui s'est passé dans notre environnement ces 15 dernières années, grâce à des personnes qu'on connaît, là je parle du milieu plutôt de la tech, mais qui a un peu rayonné partout, comme Xavier Niel, Grandjean, des Gilles Babinet et autres, on a un écosystème qui s'est créé, vraiment, qui s'est structuré et qui permet d'avoir des actions tangibles. Donc si vous alliez l'écosystème d'une école, de son environnement, écosystème d'une ville, Paris, mais aussi celui d'une nation, et que vous y ajoutez de la méthodologie, du retour d'expérience, vous arrivez à des résultats qui sont assez intéressants et vous pouvez porter une forme d'ambition entrepreneuriale pour un peu bouger les lignes. Et c'est assez sympa d'évoluer dans ce terreau avec tous ces jeunes qui viennent qui sont des profils très variés, aussi bien d'écoles de commerce que de personnes qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des talents de la nation, que des ingénieurs, que des pharmaciens. Mixer toutes ces cultures, ça permet de s'attaquer à des problèmes d'intérêt public. En fait. Et c'est bien cette diversité dont vous nous parlez, mais en France, on a quand même un carcan de parcours scolaire, en tout cas, qui est assez figé pour parvenir à telle ou telle filière. Il faut le décloisonner. Alors, oui, 100%, vraiment à 100% à tous les niveaux. Effectivement, ça pourrait paraître un peu bizarre parce que je parle d'HEC et Polytechnique, donc une forme d'élitisme français. Il y a un gros travail à faire, c'est des écoles qui sont très engagées là-dedans. Ça fait partie aussi de mes missions de décloisonner. Pourquoi? Parce que en fait, et ça j'en suis assez convaincu, l'entrepreneuriat est un vrai vecteur d'ascenseur social en fait. Donc à partir du moment où on entreprend dans une école, où on apprend à entreprendre, ça doit être aussi la base de cet ascenseur social. Donc oui, on a déjà mené des actions et on va en mener d'autres dans les prochains mois. À HEC, vous avez créé un programme, une start-up pour les étudiants pour pouvoir créer leur start-up en 11 semaines. Oui, ça paraît court, c'était il y a 10 ans, ça s'appelle le Startup Launchpad, le HEC Startup Launchpad. Écoutez, il y a plus de 500 projets qui sont passés en 10 ans, on a plus de 170 boîtes qui sont actifs et qui sont dans tous les domaines, de la santé en passant par le serviciel, la restauration. C'est très, très éclectique et écoutez, je pense que c'est une réussite assez sympa. Et je suis assez fier de cette paternité. Entreprendre, votre moteur, est-ce que l'entrepreneuriat au féminin aussi progresse? Parce qu'il est toujours un petit peu moindre que l'entrepreneuriat masculin. Il progresse parce qu'il y a des rôles modèles. Il y a la nouvelle patronne d'OpenAI qui va faire la cérémonie de diplomation cette année d'HEC, qui va faire le speech. Parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont réussi, qui sont réunies. Je pense à Tatiana Jama, Céline Lazorte, qui ont monté
des actions comme celle de Sistar, donc pour émanciper, pour avoir des rôles modèles, pour maintenant investir. Donc c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut reconstruire et que bien sûr l'école porte bien haut et fort. J'avoue que c'est pas l'endroit le plus difficile au départ parce que dans une école de commerce, vous avez la gente féminine est bien représentée. Quand on prend côté Polytechnique, on sait que c'est un des combats du moment. On a vu tous les études passées ces derniers mois sur le fait qu'il y avait peu d'ingénieurs femmes et de moins en moins. Donc il y a vraiment là aussi des choses sur lesquelles travailler en profondeur. Et donc peut-être revenir dès le départ, c'est-à-dire à l'éducation, à la petite école, au collège, les idées reçues, les poncifs et les biais éducationnels aussi. Bien sûr. On va parler quand même de Lingueo que vous avez créé. Les Français, donc ça aide à apprendre une langue, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Comment ça fonctionne? Alors nous, on est arrivé là un peu par accident avec mon associé. On travaillait dans la Silicon Valley pour un des pères de l'intelligence artificielle, Luc Julia. Vous le connaissez parce qu'il a créé Siri, parce qu'il passe pas mal sur les médias pour dire que l'IA est, excusez-moi du terme, est complètement conne. Mais en fait, c'est un des pères fondateurs de l'IA. On travaillait pour lui, on avait notamment bossé sur le développement d'une boîte d'apprentissage d'anglais qui s'appelait SpeakESL, qui s'adressait au marché japonais. Il nous avait envoyé aussi en mission pour Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay. Donc c'était l'explosion des marketplaces. Donc rentré en France, on s'est dit forcément les services, les prestations de services allaient se réaliser en ligne. Et en regardant autour de nous, là pareil, on a identifié des problèmes et on s'est rendu compte que la langue était en France, les langues étrangères étaient faiblement maîtrisées. C'est comme ça qu'on est arrivé en montant la première marketplace, place de marché d'apprentissage de langue au monde, et qui petit à petit est devenue finalement une école de langue et plus particulièrement maintenant vraiment un organisme de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on accompagne en extrême majorité des entreprises pour la montée en compétences de leurs collaborateurs. 30% des Français qui travaillent aujourd'hui seraient amenés en tout cas à utiliser une langue étrangère dans leur parcours. C'est vrai? C'est de plus en plus vrai? Oui, c'est de plus en plus vrai. Je pense que ça va l'être de plus en plus avec un peu cette bipolarisation du monde ou tripartisation du monde où l'Europe va devoir aussi se construire et pour ça nécessite de communiquer. Et pour communiquer tous ensemble, à un moment donné, il faut pouvoir parler la langue de son voisin et en maîtriser à minimum la culture. Alors vous formez tout au long du parcours professionnel, mais est-ce que grâce à l'IA, finalement, on a encore besoin de se former en langue puisqu'il suffit d'avoir un traducteur C'est une très bonne question de fond. Le principe de la langue, il est double. Il est de communiquer, donc il y a un côté très utilitaire, mais il y a aussi le fait de véhiculer sa culture. Et en fait, c'est le fonctionnement des deux qui permet de pleinement communiquer. Donc moi, je suis assez convaincu qu'on ne veut pas arrêter d'apprendre des langues, parce qu'on arriverait où finalement? On arriverait à une culture internationale, en fait. Donc une langue, à la fin, à partir du moment où tout peut se traduire instantanément. Les petits billets, pour l'instant, on n'y est pas encore. Parce qu'il y a des nuances. On ne peut pas encore avoir les nuances culturelles, mais ça arrivera. Il y a des émotions dans une langue aussi. Ça arrivera sûrement un moment, en tout cas l'instantanéité. Les émotions, en tout cas avec les modèles actuels, c'est pas possible. Et après, c'est un projet sociétal. Est-ce qu'on veut tous parler une langue, l'anglais ou autre, mais que ça soit la langue de préférence, et donc finalement un repli des différentes cultures et des particularismes. C'est un choix de société. Le débat va s'ouvrir, à mon avis, dans pas si longtemps. Ça va, d'accord. Merci beaucoup. On va passer à la question de nos partenaires. À présent, la question de l'IFPAS. l'IFPAS, leader dans la formation en assurance, juste après le jingle. La question de l'IFPAS, celle que vous avez choisie, Guillaume Ledieu-Leville, c'est celle-ci. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place au cours de votre carrière, dont vous êtes le plus fier? Il y en a pas mal. Je sais une, mais je vais essayer d'en dire deux quand même rapidement. Allez-y. Non, alors, la première au sein de Lingueo, clairement, c'est en fait d'avoir proposé très tôt, dès le démarrage, l'apprentissage de la langue des signes française, qui reflétait en fait pour nous
tout dans l'apprentissage et la visioconférence. C'était quelque chose de visuel, c'était de la communication et c'était de rendre accessible une langue. Et on sait que cette langue-là est très communautaire, en fait. Ça n'a pas été facile parce qu'on s'est heurté à un milieu, à une communauté qui nous voyait arriver avec une approche mercantile. Donc pour eux, c'était un peu compliqué. Ils pensaient qu'on allait se servir de cette communauté, ce qui n'était pas le cas. Mais finalement, petit à petit, on a réussi à construire, à montrer que l'inclusion, c'est pas juste clamer quelque chose, en fait, c'est aussi le faire. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez sympa d'en voir les résultats. Au départ, il y avait des raisons un peu personnelles dans tout ça, mais au départ, on accompagnait beaucoup aussi les parents d'enfants sourds ou malentendants. Maintenant, on arrive à accompagner des entreprises, je sais pas, à l'instar de Decathlon qui était venu nous voir pour 2 entrepôts où des personnes sourdes travaillaient. Et en fait, c'est tous les collaborateurs de l'entrepôt qui voulaient, à un moment donné, pouvoir communiquer avec la personne. Donc, on a formé tout le monde, pas pleinement, mais en tout cas, à pouvoir communiquer un minimum avec les 2 personnes qui travaillaient dans les entrepôts. Donc ça a été vraiment, quand on voit ça, on peut être que fier. Que fier. C'est vrai. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est dans le cadre du programme de Polytechnique et d'HEC. On s'est associé à une initiative lancée par Adrien Nussenbaum qui s'appelle HEC Imagine Fellowship. Et on a mis en place l'accueil de réfugiés, d'étudiants réfugiés en asile politique en France. Dans notre programme. Donc cette année, j'ai eu une jeune fille afghane, Soumaya, et Katarina qui vient d'Ukraine, qui venaient d'un environnement difficile, bien sûr. Très difficile, très difficile, donc qui étaient assez fragiles, mais qui finalement n'ont pas été si fragiles que ça, qui avaient des backgrounds très différents de nos étudiants classiques français, prépa et autres, etc. Et elles ont apporté énormément au programme, et on est assez fiers que cette première édition soit bien passée et d'avoir pu les accompagner avec déjà une d'entre elles qui a créé son entreprise en France. Et j'espère que demain, ces jeunes filles pourront repartir chez elles pour aussi participer à la reconstruction de leur pays ou l'évolution de leur pays. En espérant que l'Afghanistan évolue dans le bon sens, en tout cas pour les femmes, on l'espère. C'est pas gagné. Merci beaucoup. On va passer à la question de Toscaloop, l'accélérateur de stratégie sociale, juste après le jingle. La question de Toscaloop, si vous aviez un levier à actionner pour améliorer la société, la faire progresser, quel serait ce levier ? J'avais la question. Donc, je vous apporte un livre. Je ne sais pas si vous connaissez la Khan Academy, on en a beaucoup parlé. Bien sûr. Soutenu par Bill Gates, Salman Khan, qui a fait ses vidéos YouTube pour pouvoir rendre accessible l'apprentissage des maths et maintenant d'à peu près toutes les matières et d'accompagner les étudiants. Oui, c'est très important pour les Françaises. Parce que Salman Khan s'est vu offert l'accès à OpenAI, ChatGPT, un peu en avance, pour se poser des questions sur l'éducation. Et donc aujourd'hui, je pense vraiment que s'il y a un levier, c'est l'IA dans l'éducation. Ouais. Pas l'IA fantasmée, l'IA va pas, c'est pas le grand remplacement, ça va pas tout faire bien. L'IA doit se paramétrer, doit être cadrée. On doit apprendre à s'en servir, mais c'est un levier magnifique pour l'apprentissage parce que ça va enfin permettre de faire quelque chose sur lequel on a fantasmé pour le coup pendant des années, qui était l'ultra-personnalisation et l'adaptation. C'est vrai. On avait le e-learning, etc. Mais en fait, c'était des briques où on suivait des parcours, un peu comme les livres, vous savez, je ne sais pas si vous lisiez ça, les livres dont on est le héros. Si tu réponds A, va à la page 12, etc. Oui. Mais ce n'était pas très fin. Oui. Aujourd'hui, on est capable de personnaliser l'apprentissage et d'accompagner. D'accompagner l'enseignant, d'accompagner la personne qui apprend, l'apprenant. Nous, on le met en place aujourd'hui au sein de Lingueo. On met en place des outils pour commencer à personnaliser cet apprentissage. Nous, on se place plutôt sur la formation professionnelle. Donc, le but pour nous, ce n'est pas de dire demain, vous allez maîtriser parfaitement la langue. C'est long, apprendre une langue, c'est long. Sûr. Par contre, on va pouvoir vous rendre opérationnel. On va pouvoir travailler sur, plus qu'une langue, une compétence précise qui va être utile pour votre développement professionnel et donc pour avoir un emploi, pour pouvoir vous développer au sein d'une entreprise, pour avoir de la mobilité interne ou externe au sein d'une entreprise. Et tout ça, on peut le faire grâce à l'IA. Donc ça veut dire moi, évaluer les profils davantage, ce qu'un humain ne pouvait pas forcément bien faire. C'est très juste, en fait. C'est le gros enjeu est là. Le niveau de langue, etc. Exactement. C'est vraiment le gros enjeu.
c'est comment on arrive à scanner une personne et en traduire des compétences. Parce que si on a ce niveau-là, on va pouvoir orienter la formation. Et une fois que vous avez un démarrage, vous allez fixer un cap, vous allez pouvoir bien accompagner au bon moment. Et la deuxième phase, c'est celle dans laquelle on entre, parce qu'on a fait ces outils d'évaluation. Maintenant, c'est l'accompagnement. Vous êtes journaliste, on va vous mettre dans un environnement journalistique sur des thématiques que vous abordez quotidiennement, avec des mises en situation qui sont très concrètes, tout en vous faisant travailler sur du vocabulaire adapté, une syntaxe adaptée, etc. Mais on va pouvoir le faire en temps réel, ce qui est assez hors norme. Avec ce lien émotionnel, ce lien social qu'est le formateur. On appelle ça un prof à l'école. Oui, c'est un outil pas forcément au service de l'élève, mais aussi du formateur. Bien entendu. Et qui est très utilisé d'ailleurs par les professeurs aujourd'hui. Et pour moi, il y a un momentum, et c'est vraiment l'enjeu du moment dans le monde de l'apprentissage, de l'éducation. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Vous allez pouvoir interpeller les personnes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Guillaume Le Dieu de Ville, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous êtes devant le pupitre, vous avez 1 à 2 minutes. Je pense que naturellement, je vais m'attacher à quelque chose que je vis au quotidien, qui est le bilinguisme, voire le trilinguisme. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas du tout institutionnalisé l'apprentissage des langues. On sait qu'il y a une LV1, une LV2 à l'école. Mais en fait, stratégiquement, ce n'est pas du tout pensé ou mal pensé. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'interaction, dans la pratique orale. On n'a pas une exigence de niveau. Il y a un petit cadre, mais qui ne correspond pas du tout au niveau international. Donc on est en décalage par rapport à nos voisins. Et je pense que si on devait ajouter quelque chose, je rendrais obligatoire que lorsqu'on apprend une langue, on choisisse aussi un pays et qu'on en apprenne sa culture et ses sous-jacents. Et pour moi, c'est vraiment... c'est éveiller la curiosité de son prochain, de l'autre, et c'est donner les outils qui vont éviter demain d'avoir des problèmes de communication. Je pense que ça éviterait pas mal de petits conflits internationaux en ce moment, que ce soit d'ordre relationnel avec nos amis américains ou plus dur encore, les guerres qui sévissent un peu partout dans le monde. La compréhension du monde, très important, à travers les langues, ça met aussi, ça marque une forme de respect aussi vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son interlocuteur. C'est du respect, comprendre son prochain, écouter, c'est très important. Vous êtes bien placé pour savoir, vous êtes journaliste, vous êtes aussi dans l'écoute, vous animez, vous écoutez, mais c'est très important de comprendre les attentes de la personne qui est en face de vous. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être un décideur engagé, merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.